Énigmes et aventures. Ce soir, une pièce de Jean-François Thomas, Le crime du Compactus. UP 24-23. Attends, on va UP 24-23, UP 24-23, ben voilà, tiens. UP 2400 à 3000, voyons voir. Voyons voir. 24-20, 24-22, 24-23, ben il est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? L'emploi du temps. Michel Butor. Ben oui, parlons-en de mon emploi du temps. 45 heures hebdomadaires à tirer dans ce trou à rats. Chercher des bouquins pour des types qui ne savent même pas qu'on existe. Ouais. Et puisqu'ils les lisent, au moins, ces machins. Bernick. À part les étudiants avant les examens et puis les obsédés sexuels, quand ils ne les foutent pas en l'air, j'en doute qu'ils les lisent. Oui. Puis tous ces imbéciles qui me font monter 20 volumes, là, en même temps dans la salle de travail, juste pour nous emmerder. Ils ont bien entendu pas le temps de les lire, ni même de les consulter sérieusement. Alors à quoi ça sert, hein? À quoi ça sert? On est juste bon à enlever la poussière. D'ailleurs, on l'enlève pas, on la bouffe. Ouais, tiens, ça me donne soif, je me tape pas bien une petite bière, moi. Oui, mais c'est... Oh non, c'est pas encore la pause. C'est pas encore la pause. Alors, ouais. Oui, en UP 53-12. Je me demande si Globule est venu travailler aujourd'hui. Il est malade depuis vendredi, le pauvre. Ouais. Il a toujours quelque chose qui va pas, celui-là. Ouais. Je connais bientôt plus personne dans la maison, moi. Avec tous ces changements, ces va-et-vient d'employés, d'assistants, de bibliothécaires, de comptables, de stagiaires, d'étudiants. Ouais. Je sais plus où j'en suis, moi. C'est quand même le comble pour le plus ancien employé de la bibliothèque. Enfin. 5 ans la retraite. Là, on peut dire que ça fait un moment que je l'attends, la retraite, moi. Alors, voyons, UP 53-12, 53-12, où est-ce que tu te caches, toi? Hein? UP 5... Est-ce que c'est sur le rayon de dessus ou c'est sur lui de dessous? Ah oui. Ah bah évidemment, il n'est pas là. Allez hop là, une petite coche. Là, tu viendras voir dans 2 ou 3 semaines s'il est de retour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, mon petit lecteur adoré? Hein? Ah non, c'est une demoiselle, ça. Faut dire que c'est vachement mal écrit, alors. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école, maintenant, bon Dieu? C'est bien joli, les maths modernes, mais ils sont plus foutus d'écrire correctement. D'ailleurs, ils savent plus compter non plus. Ouais. Contester, c'est tout ce qu'ils savent faire, en somme. Eh ben voilà, je suis désolé, mademoiselle, j'aurais bien voulu trouver ce bouquin. Ben, il n'est pas là. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ah ben, au moins, ça nous donnera le plaisir de vous revoir. Alors, maintenant, UP 84-32. UP 84-32. Ah ben, ça va bien, le compactus est ouvert à la bonne place de ce côté. Pas besoin de remettre le moteur en marche. Économie d'énergie, économie d'effort. Là, alors... Mais qu'est-ce que... Oh mon Dieu, mais... Mademoiselle... Mademoiselle... Mais c'est la petite qui travaille au périodique. C'est quoi son nom déjà? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mademoiselle? Mademoiselle, ça va pas?
Ici, commissaire, c'est à l'étage au-dessous, au fond du couloir central. Oui, tête-moi. Attention, voyons baisser votre tête. Vous alliez vous heurter au tuyau de ventilation. Dis donc, il faut plutôt être court sur pattes pour éviter des accidents de travail dans cet endroit. C'est un vieux bâtiment transformé en bibliothèque. À l'époque, on a dû juger cette solution plus économique que de construire un édifice neuf. C'est bourré de recoins, d'escaliers, de virages. Il y a même des demi-étages. Mais, non, mais dans les compactus, le plafond est assez haut. Vous n'avez pas à craindre la naissance de bosses sur votre calvitie. Oh, tout malin, ça, oui, bravo. Décidément, chaque fois que je vous vois, vous n'oubliez pas de me le rappeler. Je vais finir par m'acheter un chapeau, mais je le porterai quand vous êtes présent. Alors, commissaire, vous savez bien que je plaisante depuis le temps que nous nous connaissons. On va renouveler votre répertoire de plaisanterie. Mon pauvre Paulet, hein. Je commence à croire que vous ne changerez jamais. Que vous avez bloqué votre évolution. Hein. Ah ben, c'est ici, au fond. Tiens, c'est plus haut. Appointé du Russell, commissaire. Bonjour. C'est vous qui gardez le corps? Oui. Le médecin légiste a examiné la victime. Vous pourrez procéder à la levée du corps dès que vous en aurez terminé. Il nous a pas attendu, le médecin? C'était son intention, mais il a été appelé pour une autre affaire. Il nous enverra son rapport dès que possible. Ouais, bon. Ouais. Vous pouvez enlever la couverture, s'il vous plaît? Bien. Voilà, elle s'appelle Elvira Pité, 32 ans. Employée depuis 3 ans dans la bibliothèque en qualité d'assistante. Affectée au service des périodiques. Célibataire, domicilié 57 rue Alapi. Pas de famille dans les environs. Pas de relation suivie avec un homme. Selon les premiers renseignements glanés auprès de ses collègues de travail et employeurs. Hein. Un employé de bibliothèque, Augustin Maillard, l'a découverte au début de la matinée. Elle a été étranglée. Il semble y avoir eu lutte, à en juger par sa robe déchirée et par la quantité de livres qui sont tombés des rayons. Vous avez des indices? Aucun pour le moment. Vous dites que c'est un employé qui a découvert la victime ce matin? Oui, monsieur Augustin Maillard. Bon. Alors trouvez-moi un bureau disponible et faites-le venir. Donnez l'ordre d'emporter le corps et faites relever les empreintes un peu partout. Commissaire, même sur les livres? Mais non, bien sûr, ça sert à rien sur les livres. Tant de personnes les ont touchés. Non, mais sur les compactus et sur les rayons, c'est jamais par acquis de conscience. Entrez. On m'a dit que vous vouliez me voir, commissaire. Non. Moi, je suis inspecteur. Le commissaire, c'est... Pardon, alors, je m'excuse, je suis confus, mais... Nous avons quelques questions à vous poser, monsieur Maillard. Veuillez prendre place, je vous prie. Merci beaucoup. Voyons. Vous êtes donc Augustin Maillard et vous travaillez ici? Oui, depuis 21 ans. En fait, je suis le plus ancien de cet établissement, mais... vous devez en connaître des gens. Justement pas, commissaire. Non, depuis quelques années, le monde est fou, ça tourbillonne sans arrêt. Même ici, dans la bibliothèque, les employés entrent et sortent à toute allure. Je connais bien plus personne, moi. Toujours à traîner dans les sous-sols. Moi, je croise de plus en plus souvent des gens qui me disent même pas bonjour. Alors... Et que j'ai même pas vu. Bon. Oui. Non, ça commence à aller trop vite pour moi, qu'est-ce que vous voulez. Et voilà que on vient assassiner cette malheureuse mademoiselle Pité. J'en suis encore tout retourné. Ah oui, une si gentille petite demoiselle qui n'hésitait pas à s'arrêter pour me faire un brin de causette quand elle me voyait. Et dire que c'est moi qui l'ai trouvée morte. Et que j'étais même pas fichu de me souvenir de son nom. Justement, oui, j'aimerais que vous me décriviez les circonstances dans lesquelles vous avez découvert son corps. Oui. Ben voilà, moi je suis arrivé vers 7h30, comme chaque matin, hein, parce que je prends le trolleybus, vous savez. Oui. Alors j'ai timbré ma carte, et puis je suis descendu au vestiaire, où j'ai posé mon veston.
Et puis j'ai passé ma blouse de travail. Bon, alors, parce qu'à ces heures matinales, il y a encore que peu de monde dans le bâtiment. Comme mon service ne commence effectivement qu'à 8 heures, avec l'ouverture de la porte principale et puis l'arrivée des premiers lecteurs et des premiers livres à chercher, hein. Alors moi j'en profite toujours pour remettre en place les livres qui traînent depuis le soir précédent, Oui. pour faire un peu d'ordre, et puis jeter un coup d'œil sur le journal. Oui, et puis, mais ce matin. Alors, alors ce matin, comme j'étais pas bien réveillé, moi je me suis préparé un petit café. Oui, non, je sais, c'est pas autorisé, il y a la pause pour ça, mais qu'est-ce que vous voulez, quand je suis mal réveillé, moi je peux pas travailler, c'est comme ça, hein. Alors... Alors. Donc c'était 8 heures, hein. Des bulletins de prêt sont arrivés, hein, et puis je suis parti chercher les livres. Et c'est au cours de ma tournée que je suis tombé sur le corps de Mademoiselle Pittet. Moi j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'ai tenté de la secouer, mais je me suis rapidement rendu à l'évidence, elle était morte. Oh oui, elle était morte, elle était étranglée, quoi. C'est curieux, ce système de rayonnage. Quoi? Ah, vous voulez parler des compactus? Oui. Ah oui, ça c'est une bonne invention pour gagner de la place, alors oui. Vous savez, dans le système traditionnel, les livres sont entreposés donc sur des rayons de bibliothèque fixes. Oui. Puis alors, entre chaque rayon, on est obligé de ménager un espace d'environ, disons, 1 mètre, hein, pour permettre à quelqu'un de longer les rayons, puis d'y poser ou d'y prendre un livre. Alors, le petit génie qui a conçu le système des compactus, il s'est dit, le principal problème d'une bibliothèque, c'est le manque de place, hein. Pourquoi tant de couloirs inutiles? Puisqu'il faut un espace, pourquoi ne pas déplacer cet espace? Il s'est dit, hein. Ben, c'est ce qu'il a fait. Alors, un système de rails à crémaillère qui est commandé par un moteur parce que les rayons chargés de livres, ils sont diablement lourds, hein, vous pouvez me croire. Ouais. Alors, ce moteur permet, n'est-ce pas, de mouvoir ces rayons, et puis de les serrer les uns derrière les autres, comme des petits soldats, si vous voulez, en ne ménageant qu'un seul couloir, vous comprenez? Alors c'est facile à déplacer, à volonté. Ce qui signifie que depuis le crime, personne n'a déplacé ses rayons, sinon le corps aurait été coincé et on aurait découvert le cadavre plus tôt, hein? Oui. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Mademoiselle Pittet? Enfin, que savez-vous d'elle? Non, mais je vous l'ai déjà dit, c'était une fille sympathique, aimable, polie. Ah oui, polie, et puis jolie avec ça. Ah, elle était noiraude avec des grands yeux bleus. Bien faite, non? Lui connaissiez-vous un ami? Un ami? Oui. Oh, plusieurs, vous voulez dire. Hein? Ah oui, oui. Et moi aussi, si j'avais 20 ans de moins, je ne me serais pas gêné pour lui faire quelques propositions. Vous savez, les magasins d'une bibliothèque, avec tous leurs recoins, tout ça, ben, c'est propice aux petits secrets, aux confidences. Non, écoutez, je peux bien vous le dire, je l'ai surprise. Tout à fait par hasard, hein, sans mauvaise intention. Je l'ai surprise plusieurs fois en galante compagnie dans un coin ou l'autre de ce labyrinthe. Oui. Si parfois le doute subsistait, hein, je l'ai quand même vu plusieurs fois échanger des baisers passionnés. Ah oui, ah oui, ah oui. Tiens, une fois, il y a peut-être... il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, avec monsieur Patrice Kneschorek, qui est marié. Oui, oh, c'est pas bien beau, hein. Et puis, attendez, alors plus récemment, avec le jeune Beaucourt, un apprenti relieur. Beaucourt. Et puis, souvent, il discutait avec André... André Lautran. Lautran. Lautran, oui. Oui, Lautran. Mais je crois pas qu'il se soit passé quelque chose entre eux. C'est un vieux garçon, 36 ans, pas marié. Si vous voulez mon avis, il se mariera jamais. Il est d'une timidité, excessive avec les femmes. Oui. Sauf quand il a bu un verre, alors là, il est capable de tout. Je l'ai même vu aborder des inconnus dans la rue et leur dire des choses. Mais que j'oserais même pas penser, moi. Dites, si je vous disais qu'il lui arrive, parfois, quand il a un peu trop pateuillé, il lui arrive de ne pas rentrer chez lui puis de passer la nuit ici.
sur un lit de camp. Je sais pas où il le cache, ce lit de camp. Ah ouais? Mais, dites, vous n'avez pas le répéter, hein, parce que moi, je voudrais pas... Non, soyez Hein? rassurés, Bon. Ce sujet, la police est discrète. Bon. Dites-moi, Oui. qui aurait pu supprimer votre collègue? Qui aurait eu intérêt à la faire disparaître? La supprimer, mon Dieu. Non, mais pourquoi donc? C'est pas avec les salaires qu'on touche ici. Non, je ne Bon. pensais pas à l'argent, non. La jalousie. Ah, à cause des personnes que j'ai citées? Mais non, voyons, ce sont des amourettes, vous comprenez? Ça va pas bien loin. Non, en tout cas pas jusqu'au crime. Ah, bonjour, commissaire. Bonjour. André, je vous attends. Merci. Quel horrible crime. Et juste le jour où je suis en voyage à l'étranger. Dans la bibliothèque. C'est impensable. On trouve des crimes dans des endroits bien plus étranges. Oui, bien sûr. Avez-vous des soupçons, commissaire, quelques suspects? Permettez que je m'assoie? Bien sûr. Merci. Ce meurtre ici me trouve tellement l'esprit que j'en oublie les règles de la plus élémentaire politesse. Vous êtes un peu tôt pour désigner des suspects, vous voyez. Je n'ai pas encore reçu le rapport du médecin légiste et le relevé des empreintes est en cours. Alors, jusqu'à preuve du contraire, n'importe qui dans cette maison a pu commettre le crime. Elvira Pittet était plutôt petite, frêle. Elle n'a sans doute pas réussi à opposer une grande résistance à son assassin. Vous pensez que l'auteur du crime est un employé de la bibliothèque? C'est ce que je voudrais déterminer avec vous, ça. Dites-moi, quels sont les gens qui travaillent dans votre bibliothèque et quels sont ceux qui sont habilités à circuler dans les magasins? Mais tout le monde, commissaire, tout le monde. Hein? Les personnes occupées dans cette bibliothèque ont le droit de circuler dans les magasins. Cette autorisation s'étend même à certains professeurs ou étudiants, ainsi qu'à n'importe quel chercheur qui désire consulter les vastes collections de bibliographie ou certains ouvrages de référence. Mais ces derniers sont normalement accompagnés d'un membre du personnel. On pourrait donc imaginer que mademoiselle Pittet a été tuée par une personne de l'extérieur qu'elle accompagnait. C'est une possibilité à ne pas exclure, en effet. Oui. Quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture? 8h midi, 2h, 6h. Mais le personnel peut commencer à travailler dès 7h s'il le désire. De même, le travail peut se poursuivre jusqu'à 8h du soir, mais pas au-delà. Nul n'est autorisé à rester après 8h. Seule dérogation, la salle de lecture qui reste ouverte jusqu'à 22h. Le surveillant de la salle de lecture est l'exception qui confirme la règle. Ouais. En somme, n'importe qui a pu pénétrer dans les magasins entre 7h du matin et 10h du soir pour y assassiner tranquillement mademoiselle Pittet. Eh oui, si vous voulez. Ouais. Eh ben, je croyais restreindre le champ des coupables potentiels en vous trouvez. Je m'aperçois qui s'élargit, moi. Enfin. Bon, ben, nous vous tiendrons au courant des progrès de l'enquête. Je reste à votre entière disposition, commissaire. Merci. C'est bien ce que vous pensiez, commissaire. Les empreintes sont légion. On a réussi à identifier avec précision celles des employés qui vont chercher les livres, parce que plus récentes et fréquentes. Mais il en reste d'autres, impossibles à identifier. Celle d'Elvira Pittet, Probablement mélangées avec les autres. En tout cas, elles ne ressortent pas particulièrement. C'est curieux tout de même. Et puisque vous avez repéré celle des chercheurs de livres... À quoi pensez-vous, commissaire? Rien de concret, non, pour l'instant. Vous croyez que s'il y avait eu lutte, elle devrait se détacher plus nettement, quelque part? Bon, ben, je vais examiner aussi les livres qui se trouvaient éparpillés. Sait-on jamais? Quoi d'autre, Paulette? Ça, j'ai le rapport du légiste. Ah bon?
Elvira Pité est morte étranglée entre 8 et 9 heures du soir. Bon. Elle s'est débattue sans doute car elle porte des ecchymoses un peu partout sur le corps. Une longue estafilade, probablement une griffure, s'étend du sein droit à l'abdomen. Il n'y a pas eu de violence, ce qui semble écarter l'idée d'un crime sexuel. Oui, mais ça laisse encore beaucoup de possibilités. Ça. Ensuite, des détails, probablement sans importance. Et une autre griffure à la joue droite. Et 2 ongles cassés aussi. Et il y a un élément que je voudrais vous signaler qui ne concerne pas le rapport du légiste. allez-y. Et bien voilà. Dans le cas où on relèverait les empreintes sur les livres, je les ai fait ramasser et emporter. Bon, au fait. J'y viens. On les a réunis dans un bureau pour les examiner. Et Gaston, qui s'est chargé de l'affaire, a eu l'idée de les aligner dans l'ordre des cotes, comme ils devaient se trouver sur les rayons. UP 81-21, UP 81-22, UP 81-23. Et bien alors, il est tombé tout à coup sur un bouquin qu'il n'a pas pu classer avec les autres, car il ne portait pas la même cote. Alors, c'était mal classé, votre bouquin, ça arrive. Oui, c'est une explication. Et il paraît peu vraisemblable de confondre une cote UP avec une cote VRO. C'est le titre de cet ouvrage? Le neveu de Rameau. C'est Diderot, ça. Alors, ça prouve quoi, selon vous, ça? Bien, à mon avis, ça ouvre plusieurs hypothèses. Peut-être l'assassin le tenait-il à la main. Il aurait pu le laisser tomber au cours de la lutte. Est-ce que vous croyez qu'un étrangleur attend sa victime un livre à la main? J'en sais rien. C'est une possibilité. Il n'avait peut-être pas l'intention de tuer. Il a peut-être été surpris. Et alors, dans ce cas, les empreintes qu'on y trouverait, si on en trouvait, désigneraient l'assassin, selon vos déductions. Un suspect, en tout cas. Moi. Alors, on pourrait imaginer que quelqu'un l'a déposé comme indice. Oui. Quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé et qui désire nous mettre sur la piste. J'habite en banlieue. Et je suis arrivé une demi-heure plus tard à mon domicile. Nous recevions des amis ce soir-là, c'est pourquoi je ne me suis pas attardé. Je me suis laissé dire que vous entreteniez des relations, plus qu'amicales avec mademoiselle Pité. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est bien fini maintenant. Et pour cause. Ah, oui. Oh, pauvre Elvira. Mais elle était du genre allumeuse, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pour la critiquer, mais je crois qu'elle avait peur de se fixer, peur de se marier. Et elle préférait garder sa liberté. Séduire, c'était pour elle une sorte de jeu. J'ai aussi été pris au piège, que voulez-vous? Je ne prétends pas être un modèle de vertu. La fidélité dans le mariage, moi, vous savez, c'est une conception qui n'est plus adaptée aux impératifs de la vie moderne. D'ailleurs, je n'ai pas... si c'est ce que vous voulez savoir, nous avons flirté, voilà, c'est le mot, flirter. Bon, et alors? Vous y voyez quelque chose de répréhensible? Non, ça vous regarde. Et ces derniers temps, ne vous a-t-elle pas paru plus agitée, plus nerveuse, plus inquiète? Depuis notre aventure, nos relations se sont refroidies. Elle n'était plus pour moi qu'une collègue de travail. Et il faut vous dire que ma femme a fini par apprendre qu'il y avait quelque chose entre Elvira et moi. Alors après avoir pesé le pour et le contre, j'ai décidé de ne pas poursuivre dans cette voie. C'est elle la mère de mon gosse, ma femme. Vous comprenez? Non, pour Elvira, non, je ne vois rien. Rien de spécial. Elle n'avait pas d'ennemis dans la maison. C'est le genre de fille que tout le monde apprécie. Le directeur lui-même lui a proposé le poste de secrétaire. Alors vous voyez, hein. Eh ben ouais, quoi. On s'est roulé des pelles dans les coins de la bibliothèque. Il n'y a pas de quoi faire une histoire, non? Mais encore. Encore quoi? C'est pas moi qui l'ai tué, Elvira. Et puis le soir du crime, eh ben, j'étais dans une boîte disco, vous pouvez vérifier. Même que j'ai renversé un plateau de bière que portait Gérard, serveur. Alors là, sûr qu'il doit s'en souvenir, avec l'engueulé qui m'a passé. Mais c'est pas parce qu'on s'est un peu frotté les pinards avec une nana qu'on va la buter, non? Je l'aimais bien, moi, Elvira. Ça me fait de la peine qu'elle soit morte.
Mais je trouve pas mes mots. Mais, monsieur, je trouve le salaud qui a fait ça, je vous jure qu'il passera un mauvais quart d'heure. La justice vous l'interdit. Ouais. Mais n'empêche, faut être vicieux pour liquider une fille comme Elvira. Mais vous la connaissiez pas, inspecteur, c'était la crème. Des filles comme elle, vous pouvez chercher longtemps à vous retrouver. Entre nous, c'était fini. Bon, d'accord, qu'elle était un peu vieille pour moi, comprenez, mais on est restés bons copains. En cas de coup dur, on pouvait toujours compter sur elle. Cette nana, c'était un mec. C'est vache qu'elle soit plus là. Elvira. Si cela peut vous rassurer, monsieur Lautran, notre rôle est de suspecter tout le monde. Ah bon? Le soir du crime, je suis sorti comme d'habitude, à 7 heures. Ensuite, j'ai été dîner dans un petit restaurant, l'Hacienda, où on trouve des spécialités mexicaines. Bon, je ne vais pas là-bas d'habitude, mais ce soir-là, mon ami Sauvin n'était pas avec moi. J'ai voulu goûter la cuisine mexicaine. J'ai pris des tortillas. Vous connaissez sûrement, de nom. Vous avez probablement déjà lu Lucky Luke. C'était bon. Surtout avec la tequila. Excusez-moi de vous interrompre, mais qu'avez-vous fait après avoir goûté à la cuisine mexicaine? Eh bien, je suis rentré chez moi. Je suis monté à la gare et j'ai pris le train de 9h12. De 9h12. Vous n'avez pas de voiture? Non. Le train, c'est très pratique. J'habite à une quinzaine de kilomètres d'ici. La gare se trouve juste à côté de chez moi. Et vous êtes un de ces hommes heureux qui ignoraient les problèmes d'encombrement. Prenez souvent le train de 9h12? Oui, en principe, je le prends chaque soir. Sauf si je m'attarde avec Sauvin. Mais ce n'est pas grave. Il a une voiture et il peut me ramener chez moi à n'importe quelle heure. Ah, voilà enfin, Paulette. Ah, commissaire, j'ai l'impression de nager dans une bouteille d'encre de Chine. Hein? Elvira Pitry était appréciée par tous et par toutes, et aimée même par certains. Vraiment le type de personne à laquelle nul ne peut vouloir du mal. Nous avons interrogé tout le personnel de la bibliothèque, jusqu'à la dame des vestiaires, et l'équipe des nettoyeurs. Nous avons quand même 2 employés qui n'ont pas un alibi irréfutable. Ce sont? Le jeune apprenti relieur, là, Raoul Beaucourt, et l'employé de bibliothèque, André Lautran. 2 noms qui ont été cités par Maillard, si vous vous en souvenez. Oui, bien sûr, bien sûr. Raoul Beaucourt prétend avoir passé sa soirée dans une boîte disco. Il appuie ses dires sur le témoignage d'un serveur, un nommé Gérard, dont il prétend avoir renversé un plateau de bière. Malheureusement pour lui, nous n'avons pas pu joindre ce Gérard. Son alibi n'est donc pas confirmé. Et celui de Lautran? Et Lautran prétend avoir soupé seul dans un restaurant mexicain, l'Hacienda. Et être rentré chez lui un peu plus tard par le train. Nous avons questionné le personnel de cette Hacienda. Personne ne se souvient d'avoir vu André Lautran. Il est vrai que personne ne le connaît là-bas. Les réponses sont évasives. Bon, vous savez, on voit tellement de monde, alors se souvenir de celui-ci ou de celle-là, hein. Monsieur, quand c'est l'heure du coup de feu, vous croyez que j'ai le temps de regarder la tête des gens? Enfin bref, on ne peut pas prouver que Lautran ment, comme on ne peut pas prouver qu'il dit la vérité. Hein. Eh bien, les autres ont tous un alibi incontestable entre 8h et 9h du soir. Conclusion? Et ou bien l'assassin est vraiment très habile, ou bien il vient de l'extérieur. Et nous allons au-devant d'énormes difficultés pour le trouver.
Non, pour moi, ni Beaucourt ni Lautran ne sont les auteurs de ce crime. Beaucourt est le type du jeune homme provoquant, mais correct. Il se donne un genre, l'air d'un dur, mais sans l'être vraiment. Quant à Lautran, c'est un grand timide, peureux, qui a une vie bien ordonnée, bien rangée. Franchement, commissaire, ni l'un ni l'autre n'ont une tête d'assassin. Eh ben moi, Paulin, j'ai la certitude, et me demandez pas pourquoi, j'ai la certitude que le meurtrier est un habitué de la bibliothèque. Seul un habitué, un familier, employé ou lecteur a pu savoir qu'à ces heures tardives, il n'y avait en principe plus personne dans les magasins. Qu'est-ce que ça donnait les relevés d'empreintes sur les livres? Rien. Non, c'est désespérant. Elles sont trop nombreuses, mélangées, impossible à reconnaître. Votre rameau? Oh, pareil aux autres. Trop d'empreintes diverses, mélangées. Oui, en somme, la lecture se porte bien. Qu'avez-vous appris de plus concernant la victime? Elle vivait seule dans son petit studio de la rue à la Pie. D'après les voisins, elle était tranquille, discrète. Elle semblait rarement recevoir de visites. Mais elle sortait souvent. On a visité le studio, rien d'intéressant pour notre enquête. Meublé avec soin, ambiance toute féminine. Côté famille, une mère qui réside en Allemagne, à Francfort, un père décédé alors que la fille avait 4 ans. Puis un décennie après, la mère s'est remariée avec un Allemand et l'a emmené dans son pays. Quoi d'autre? Le jour du crime, Elvira est arrivée à 8h23. Sa carte de timbrage en fait foi. À 12h18, elle est sortie pour manger, en compagnie de 2 collègues du service des périodiques. Elles se sont rendues dans un supermarché des environs. Elles ont commandé le plat du jour. Au retour, elles ont timbré à 13h24. Et c'est la dernière inscription portée sur la carte d'Elvira. Elle n'est jamais ressortie de la bibliothèque. Un instant, Paulin. Allô, oui, commissaire Dernier. Hein? Non, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? C'est pas possible. Bon, j'arrive, hein. Mais vous êtes sûr? Bon, tonnerre, touchez à rien, j'arrive. Paulin, allez, nous allons immédiatement à la bibliothèque. On vient de trouver Durnia assassiné dans son bureau. Mort étranglé. Comme je viens de vous le dire, commissaire, je m'étais absentée pour photocopier un ouvrage rare sur sa demande. Ça m'a bien pris une demi-heure. Et lorsque je suis revenue, il était... il était mort. Étendu sur le tapis avec cet horrible visage grimaçant, cette expression de terreur que je n'oublierai jamais. Jamais. Enfin bon sang, c'est quand même pas possible ça. C'est le repère du Jack l'Éventreur ou quoi cette baraque? On y tue qui on veut quand on veut. Plein jour. Vous vous rendez compte, Paulette? En plein jour. Oui, on assassine le directeur de cette bibliothèque en plein jour et personne n'y voit rien. Personne n'a rien vu, pas un seul témoin. De qui se moque-t-on, je vous le demande, hein? C'est tous ces ahuris qui n'ont même pas pensé à bloquer les portes du bâtiment quand le crime a été découvert. On a laissé les gens entrer et sortir, continuer à aller et venir sans arrêt. Alors si notre meurtrier est venu dehors, vous pensez bien qu'il est tranquillement reparti, hein? Peut-être pour préparer son prochain meurtre. Mais qu'est-ce que les gens ont dans la tête, bon Dieu de bois, là? Bon, Paulès, oui, on me relève immédiatement la liste du personnel qui est venu travailler aujourd'hui, qu'on regarde attentivement les cartes de timbrage, qu'on questionne les employés. Je veux savoir qui est venu travailler, quand et combien de temps. Bien, commissaire. Non, mademoiselle, calmez-vous. Allez, je pense que vous avez le moyen de contrôler quel lecteur est venu pour peu qu'il a emprunté ou rapporté un livre, hein? Oui, monsieur. Nous gardons les fiches de prêt et nous mettons de côté celles des livres rendus. Bon, qu'on me fournisse la liste de ces lecteurs avec leur adresse, si possible, et l'heure à laquelle ils sont venus. Ah, ben ça, on peut pas le savoir. Bon, alors la liste seulement, avec les adresses, hein? Bien, monsieur. Police, je sais pas si ça donnera quelque chose, mais nous aurons au moins des gens à interroger. Alors peut-être que l'un d'entre eux a remarqué quelque chose. Il a peut-être vu cette affaire en compagnie de son meurtrier, je sais pas, moi je sais plus. Mais au moins qu'on fasse quelque chose, bon sang, là. Qu'on agisse, qu'on bouge. Alors, mademoiselle, un de mes hommes va venir prendre votre déposition. Allez, au revoir. Merci. Allez, Paulette, pas ici, haute. Allez, passez. Même meurtre, même style. Notre bonhomme doit être plus fort que vous ne le supposiez, commissaire. Cette affaire devait être plus difficile à vaincre que la petite Pittet.
Ah, Paulin, je me cache pas, je suis fatigué. Mais on va essayer de travailler pour cette fin de journée. Mais demain, hein, vous m'entendez? Demain, je veux qu'on reprenne tous les interrogatoires. Et alors, malheur à celui ou à celle qui ne pourra pas fournir d'alibi valable. Mais je vous ai déjà tout appris à ce... Mais je sais, Paulin, je sais. Mais je m'en fous. Reprenez-moi tout ça. Comprenez, je suis sûr que nous l'aurons à l'usure, celui-là. Je suis sûr. Commissaire, quoi? J'avais raison. Regardez. Même inspecteur, voilà les manières. Oui, mais j'avais raison, le livre a un rapport avec le crime. Là, dans le journal, il y a tout un article sur la mort de Stopfer. Oui, avec les sempiternels remontances à l'endroit de la police qui n'est pas capable de retrouver l'assassin. Mais il est vrai qu'il y a 3 jours qu'on n'a rien trouvé. Regardez, c'est pas l'important. Quoi? Le journaliste s'est donné la peine de creuser sur la biographie du défunt. Et voyez ce qu'il a trouvé. Ah non? La famille des Stopfer semble présenter toutes les caractéristiques d'une de ces familles où le talent, voire le génie, se transmet génétiquement d'une génération à l'autre. Si le père de Philippe Stopfer, Rodolphe, est le grand musicien que l'on connaît, sa sœur, on l'ignore peut-être, a signé de nombreux romans dont Aube de la mémoire et La honte des survivants, 2 best-sellers mondialement connus sous le pseudonyme de Valérie Rameau. Oh bon Dieu, Paulette, alors là, vous montez dans mon estime, tiens. Mais alors, Paulette, mais non, d'un petit tonneau. Nous savons maintenant qui a tué la petite. Et moi, je crois savoir qui a tué Stopfer. Paulette, nous n'allons pas tarder à apprendre la vérité. Prenez place. Je pense que nous allons en avoir pour un moment, alors autant nous mettre à l'aise. Merci. Un instant. Allô? Durnia à l'appareil. Pouvez-vous nous faire monter du café pour 3 personnes? Oui, merci. J'espère que vous aimez le café. C'est pas très rafraîchissant, je sais bien, mais ça vous aidera à garder l'esprit éveillé. Maintenant, racontez-nous pourquoi vous avez tué Philippe Stopfer. Vous avez deviné. Bon, autant tout vous dire. Sachez avant tout que je n'ai aucun regret d'avoir éliminé cette canaille de la même manière qu'il a fait souffrir Elvira. Vous l'aimiez, Elvira, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui ne l'aurait pas aimé? Amour absence unique, bien entendu, elle se moquait un peu de moi. Disons que c'était une amie assez proche. Mais elle n'aurait jamais accepté que je... Vous saviez qu'elle entretenait des relations, disons, plus poussées avec d'autres? Évidemment, il aurait fallu être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. J'en avais le cœur brisé, mais ces aventures ne duraient jamais bien longtemps. C'était son tempérament, vous savez. Vous voyez, je ne suis pas très beau. Il était normal qu'elle s'entiche des beaux gosses de la maison. Mais comme je vous l'ai dit, cela ne durait pas. Elle me revenait toujours. Même si c'était de façon platonique. Ou alors pourquoi avoir tué Stopfer? Oh, ce n'était pas la même chose. Vous ne connaissiez pas Stopfer. C'était un être infect, autoritaire, hypocrite, paranoïaque. Sans cesse en train de tournoyer autour des employés dans l'espoir de les prendre en faute. Sans cesse convaincu que les gens passaient leur temps à ne rien faire, à fuir le travail le plus possible. J'en ai subi des brimades, vous savez. Que de fois ai-je été convoqué dans son bureau pour m'entendre menacer de renvoi. Que de fois m'a-t-on chargé d'un travail harassant, inutile souvent, mesquin, pour bien me montrer que j'occupais le bas de l'échelle dans la maison. C'est toujours moi qui devais préparer le café et faire la vaisselle. Savez-vous que je n'ai jamais reçu le moindre remerciement, ni jamais eu l'espoir d'un avancement. Même les primes, je ne les touche pas entièrement, sous prétexte que je ne travaille pas à plein temps pour 2 misérables heures de moins par semaine que j'ai obtenues à cause d'un léger handicap de ma colonne vertébrale. Seule l'amitié complice d'Elvira me retenait ici. Une amitié si durable
Elle se ferait certainement transformer en amour si ce salaud n'avait pas massacré. Excusez-moi. Quand j'ai appris qu'il avait proposé à Elvira de devenir sa secrétaire particulière, je me suis inquiété. Des bruits couraient au sujet des privautés qu'il se permettait avec les employés, et en particulier avec ses secrétaires, qui changeaient souvent. Elvira m'a rassuré sur ce point. Jamais elle n'accepterait de se risquer dans le bureau du vieux. Elle détestait cette affaire comme elle détestait les vieux, en règle générale. Vous, par exemple, commissaire, n'auriez eu aucune chance. C'est ce que je me disais aussi. Et continuez, continuez. Le soir du crime, je suis allé dîner seul, comme je vous l'ai dit. Malgré les assurances d'Elvira, j'étais tourmenté. Les femmes sont d'humeur changeante. Si Elvira acceptait malgré tout de devenir secrétaire de direction, pourrais-je supporter de la voir entre les griffes de ce type infect? À force de me triturer l'imagination, j'ai bu plus que de coutume. Finalement, j'étais trop saoul pour rentrer chez moi. Alors vous avez décidé de passer la nuit dans la bibliothèque, sur votre lit de camp secret. Ah, vous savez ça aussi? C'est exact. Je suis revenu à la bibliothèque pour y passer la nuit. Il était 11 h du soir. À 16 h, il n'y a plus personne dans le bâtiment, mais j'ai les clés, comme presque tout le monde. J'ai ouvert la porte, je me suis glissé à l'intérieur sans allumer la lumière, de peur qu'on me découvre. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà le café, messieurs. Ah. Prenez ça sur mon bureau. Merci. Merci, Paulette. On va continuer, le temps. J'étais donc là, dans le noir, en train d'essayer de m'installer, lorsque j'ai vu jaillir une lumière et entendu du bruit. Je me suis dissimulé dans un recoin, mais j'ai quand même risqué un œil pour savoir qui irait dans les magasins à une heure si tardive. J'ai vu cet assassin qui portait péniblement Elvira sur les épaules. Une Elvira inconsciente qui pendait comme un poids mort. Une Elvira à moitié déshabillée. Du coup, j'étais saoulé. Il a âné, ce fumier. Je ne sais pas ce qui m'a retenu. La surprise, peut-être. Cette affaire devait être en voyage à l'étranger. Je l'ai suivi. Il s'est dirigé vers les compactus, portant Elvira toujours inconsciente. Il s'est glissé avec elle dans le premier couloir ouvert et j'ai entendu qu'il renversait des bouquins sur elle. J'ai eu envie de crier, de me précipiter sur lui, de démasquer son forfait, car j'ai compris à ce moment-là qu'il venait de la tuer et qu'il tentait de camoufler son crime. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas osé. Finalement, il est reparti seul. Il a éteint la lumière. J'ai attendu un instant, seul dans le noir. Puis j'ai rallumé. Et je me suis dirigé vers Elvira. Elle était telle que vous l'avez trouvée. Belle, même dans la mort. C'est alors que j'ai eu l'idée de vous désigner l'assassin au moyen d'un titre de livre. Il m'a fallu chercher longtemps, mais comme j'avais fait du catalogage, je me suis souvenu que sa tante avait écrit des romans sous le pseudonyme de Ramour. J'ai été chercher le neveu de Ramour, de Diderot.
Je l'ai posé sur le corps meurtri d'Elvira. Malheureusement, vous n'avez pas compris. Nous n'étions pas loin d'avoir trouvé. Ah, Polaise, je vous fais mes excuses. Mais pourquoi avoir combiné cette ruse? Pourquoi n'êtes-vous pas venu tout simplement témoigner? Et pourquoi avoir étranglé Stapfer? Sur le moment, je ne savais pas que faire. Ma présence dans les compactus aurait paru très suspecte. Puis c'est probablement idiot, je le sais, mais j'ai toujours eu peur d'avoir affaire à la police. De toute manière, j'avais fini par prendre la résolution de venir vous voir. Mais Stapfer a pris les devants. Il m'a convoqué dans son bureau et n'a rien trouvé de mieux que m'humilier à nouveau. Sachant ce que je savais, c'était une fois de trop. Hors de moi, je me suis rué sur lui et mes mains ont vengé Elvira. Commissaire, je voudrais vous demander, comment avez-vous deviné que Lautran était l'assassin de Stapfer? Grâce à vous, Polaise. Et à votre intuition sur le nom de Rameau. Quand j'ai su, avec certitude, que Stapfer était l'assassin de la fille, que c'était lui, le neveu de Rameau, je me suis souvenu tout aussitôt de votre suggestion concernant un éventuel témoin du crime. Le meurtre a eu lieu entre 8 et 9 heures, mais pas forcément dans le compactus, où le corps a été découvert. Souvenez-vous, nous n'avons relevé aucune empreinte d'Elvira Pittet. C'était curieux, non? Dans l'hypothèse où le corps aurait été transporté là pour donner le change, il fallait que ce soit après le crime. Donc plus tard. Qui aurait pu se trouver là à une heure si inhabituelle? André Lautran venait parfois passer la nuit dans la bibliothèque, selon les dires de Maillard. Mais j'aurais pu tout aussi bien me tromper. Ah, le fin mot de l'histoire, Polaise. Stapfer est rentré dans la soirée de son voyage à l'étranger. C'était là son alibi, si je vous en souviens. Sa femme ne l'avait arrivé au domicile que vers 1h du matin. Nous avons tous cru qu'il arrivait par le train de minuit 14. En réalité, il était arrivé avec le direct de 19h15. Il s'est rendu à la bibliothèque. Il rencontre sur son chemin Elvira Pittet qui l'emmène dans son bureau. Probablement pour la convaincre une fois de plus d'être sa secrétaire. Alors, que s'est-il passé? Là, je l'ignore. Peut-être a-t-il voulu abuser d'elle, s'est débattu, s'est affolé. Et il l'a étranglée. Alors, pour égarer les enquêteurs, il a transporté son corps dans les compactus. Une mise en scène qui a bien failli nous tenir en échec, pas vrai? Le malheur, voyez-vous, c'est que ce soir-là, Elvira Pittet voulu faire des heures supplémentaires et qu'elle se soit trouvée seule, hormis le surveillant de la salle de travail, qui ne pouvait rien voir dans la bibliothèque. Parce que si quelqu'un d'autre avait vu Stapfer à ce moment-là, nos deux victimes vivraient encore. Le crime du compactus. Cette pièce de Jean-François Thomas était interprétée dans la distribution suivante. Augustin Maillard, Jean Vigny, Yvan Polaise, Jean-Charles Fontana, Jean-Michel Durnia, Georges Milot, l'agent du Russell, Olivier Brun,
Philippe Stapfer, Adrien Nicati, Patrice Knechorek, Jean Fuller, Raoul Beaucourt, Philippe Nicati, André Lotran, Alain Tréty. La secrétaire, Françoise Boss. Assistante, Geneviève Bovard. Mise en onde, Roland Sassy.